Que derrière les bombes, il y a des êtres humains, il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes hommes, il y a des enfants qui luttent pour leur liberté. Et ça, c'est important. Cette personne, elle s'appelle Ossod Nassar. Elle est journaliste et enseignante à Gaza. Voilà ce qu'elle écrit le 1er mars. L'attaque de l'Iran par Israël et les États-Unis a semé la panique chez les Palestiniens et Palestiniennes de la bande de Gaza. Ils se sont souvenus des précédentes fermetures, des points de passage qui avaient provoqué une famine et se sont précipités au marché pour acheter tout ce qu'ils pouvaient. Le prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité ont donc grimpé en flèche. Et parallèlement, la nouvelle de la fermeture des points de passage frontaliers s'est vite répandue. Tout cela s'est produit juste au moment où expirait le délai accordé par Israël à 37 ONG pour se retirer de Gaza, soi-disant pour ne pas avoir rempli les conditions d'enregistrement. Des organisations telles que Médecins sans frontières, Medical Aid for Palestinians, UCA, Handicap International, CARE, etc. étaient censées cesser leur activité à Gaza le 1er mars. Au dernier moment, une décision de la Cour suprême israélienne leur a permis de poursuivre leur activité pendant qu'elle examinait leur recours contre l'interdiction. Mais cette décision de justice ne permet toutefois pas à ces organisations de fonctionner pleinement. En effet, l'occupation israélienne continue d'empêcher leur approvisionnement et leur personnel étranger d'entrer à Gaza. La moitié des distributions de nourriture dans la bande de Gaza et 60% des services fournis dans les hôpitaux de campagne dépendent de ces ONG selon les études. Pour de nombreuses familles à Gaza, le blocage est synonyme de faim, car les colis alimentaires sont le seul moyen de subsistance. Nous savons parfaitement que l'accusation selon laquelle ces ONG n'auraient pas respecté les nouvelles règles d'enregistrement est un mensonge, tout comme l'argument de la sécurité invoqué pour fermer les postes frontières. Il s'agit uniquement d'imposer une nouvelle forme de punition collective à la population palestinienne de Gaza. Même si le miracle, si par miracle, la Cour suprême se prononçait contre l'interdiction des ONG, l'occupation israélienne trouverait toujours un autre moyen de chasser ces organisations étrangères de Gaza. Ainsi, le contexte de la guerre avec l'Iran, qui pourrait durer des semaines, des mois, des centaines de milliers de familles, se retrouveront à nouveau privés de nourriture. Pour tourner la page. De leur emploi pour des milliers de personnes à Gaza. Et cela à un moment où le taux de chômage dépasse les 80%. Ma famille en souffrira également. Dans le passé, nous avons bénéficié de distribution de nourriture et de produits de première nécessité par des ONG. Et mon frère a pu trouver un emploi temporaire comme chauffeur pour l'une d'elles. La fermeture éventuelle des organisations internationales constitue donc une menace directe pour la vie de centaines de milliers de civils qui dépendent de leurs services et de leur emploi. La fermeture des postes frontières pourrait entraîner une nouvelle famine. Il s'agit là d'une forme de punition collective qui, une fois de plus, ne fera pas la une des journaux. Israël ne cesse d'imaginer de nouveaux moyens de rendre notre vie toujours plus insupportable, toujours plus impossible dans notre patrie dévastée. 2 ans et demi de génocide israélien ont détruit les hôpitaux solaires. La grande majorité de la population vit dans des conditions primitives, dans des tentes ou des abris de fortune qui ne peuvent la protéger de la chaleur ou du froid extrême. L'eau est contaminée, la nourriture est insuffisante, les terres ont été détruites et empoisonnées. Désormais, nous allons être privés du peu de soutien international dont nous bénéficions. Et dans quel but tout cela? Nous pousser toujours plus vers le désespoir et la capitulation finale afin de nous obliger à quitter notre patrie de notre propre chef. Un nettoyage ethnique par accord mutuel. Toutes les organisations qu'Israël cherche à interdire sont étrangères. La plupart d'entre elles sont basées dans les pays occidentaux. Pourtant, les gouvernements occidentaux, et donc le nôtre, n'ont guère condamné les décisions d'Israël à l'encontre de leurs propres organisations. Personne ne s'est indigné que l'occupant tente d'empêcher l'aide humanitaire internationale d'arriver afin de contrôler totalement la distribution de l'aide et pouvoir la rationner à son gré. Les punitions collectives constituent une violation du droit international.
Les États n'ont pas le droit de se contenter de condamnations verbales. Ils doivent prendre des mesures et notamment imposer des sanctions aux responsables de ces crimes. Mais nous savons qu'ils ne feront rien et que nous, à Gaza, nous continuerons de subir les punitions collectives. Même lorsqu'elles dérangent. Israël, avec le soutien total et inconditionnel des États-Unis, agit comme une puissance au-dessus des lois, au-dessus du droit international et parfois même au-dessus de toute morale. Il frappe d'abord, puis il impose le récit. Il décide qui a le droit de se défendre et qui a le droit d'être écrasé. Mais il faut aller plus loin. Les États-Unis ne cherchent pas la paix, ils cherchent le pouvoir sur les richesses des autres pays, sur le pétrole, coûte que coûte. Et dans ce système, tout pays qui refuse d'obéir devient une cible. Gaza n'est pas une réaction. Gaza est un objectif politique. Les destructions, le déplacement forcé des populations et la famine ne sont pas des accidents. Ce sont des méthodes. Il leur fallait un alibi, un ennemi commode, une peur à vendre au monde. Une fois cet alibi trouvé, tout devient permis. Et ce n'est pas nouveau. Depuis des décennies, certains courants idéologiques en Israël défendent un projet expansionniste, souvent appelé le Grand Israël, qui dépasse largement Gaza et la Cisjordanie et menace l'équilibre de toute la région. Pour avancer, le mécanique est toujours la même. Un ennemi désigné, un récit simplifié, une justification morale fabriquée. Nous avons déjà vu ce scénario. En Libye, Mohamed Kadhafi voulait sortir du système imposé, parler d'une monnaie africaine indépendante et remettre en cause l'ordre économique dominant. Alors qu'il a trouvé un prétexte humanitaire, on a détruit un État. Aujourd'hui, la Libye est en ruine. Et ceux qui ont pris ces décisions n'ont jamais eu à rendre des comptes. La Syrie, le Liban, l'Afghanistan, etc. Aujourd'hui, de ces pays l'a attaqué en premier. Ils ont été agressés, puis accusés d'être le problème. C'est dans ce contexte qu'il faut regarder l'Iran. L'Iran n'agresse pas. L'Iran refuse de se soumettre. Et dans ce monde-là, refuser de se plier à l'ordre imposé devient une menace. La conclusion. La vraie question n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. La vraie question est simple. Jusqu'où allons-nous accepter l'injustice et quand elle est présentée comme normale? Car ce système ne tient pas par le silence. Mais l'histoire est claire. Ce ne sont jamais les peuples qui détruisent le monde. Ce sont qui dominent pour rester au sommet. Réfléchir n'est pas une option, c'est une responsabilité. Et demain, personne ne pourra dire « je ne le savais pas ». Alors chacun devra répondre à une seule question. Ai-je choisi la vérité ou le confort du silence? Bravo!